Bonjour et bienvenue dans notre 319e briefing éclairage sur l'actualité en Russie. Merci, je vois que vous êtes encore très nombreux à être connectés. Nos deux experts sont là, donc ça va être un lundi habituel, mais j'imagine toujours aussi riche. Donc le lundi, c'est la formule courte d'une certaine façon avec l'international. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés depuis jeudi. On va explorer ça avec nos deux experts et on va commencer tout de suite avec Igor. Donc Igor, que s'est-il passé? Y a-t-il un peu de négociations? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui peuvent concerner la Russie sur le front iranien, si j'ose dire? Enfin voilà, quels sont les points saillants de l'actualité? Merci, Président. Des négociations, il y en a eu ce week-end, effectivement, aux États-Unis entre les Américains et les Ukrainiens, puisque, comme je l'indiquais la semaine dernière, le format trilatéral pour l'instant est gelé. En revanche, les Ukrainiens ont tenu à aller rencontrer les Américains en Floride. Et donc, Jared Kushner et Steve Witkoff ont reçu une délégation ukrainienne tout le week-end, samedi et dimanche, pour deux tours de discussion. Alors, on ne sait pas trop sur quoi ça aboutit. On parle de possibles futurs échanges de prisonniers, comme il y en a déjà eu entre Russes et Ukrainiens. Mais on croit comprendre que le but de la mission, principalement pour les Ukrainiens, c'était de maintenir là aussi un minimum l'intérêt des Américains pour le format des négociations sur l'Ukraine, en tout cas de ne pas s'en désintéresser complètement. Peut-être sont-ils aussi allés plaider leur cause en matière d'intercepteurs, on ne sait pas trop. Ceci étant dit, la presse anglo-saxonne relaye que la commission électorale ukrainienne aurait fait comprendre qu'il serait impossible de tenir des élections en Ukraine en 2026, et que même si la guerre s'arrêtait là dans les semaines qui viennent, il faudrait compter 6 mois au bas mot avant de pouvoir monter un scrutin en bonne et due forme, tant et si bien que, et on sait que Donald Trump tient, lui, à cette idée des élections, hein. On l'a déjà rappelé ici même à plusieurs reprises. Alors que côté ukrainien, ça ne fait pas nécessairement l'unanimité. Et donc à suivre, mais pour l'instant, rien vraiment de très probant de ce côté-là. La relation entre les États-Unis et la Biélorussie, puisque en fin de semaine dernière, il y a eu une visite de responsables américains à Minsk, qui ont donc rencontré M. Loukachenko, mais également des dignitaires biélorusses. Et ce qui est ressorti de ces échanges, eh bien, c'est la levée de sanctions américaines sur notamment un des principaux opérateurs biélorusses d'engrais, Belarus-Kali, mais également des levées de sanctions sur le ministère des Finances biélorusse et deux banques biélorusses, au moment où le pouvoir biélorusse libérait près de 230 détenus qui étaient enfermés pour des motifs principalement politiques, hein, dissidence, etc. Dont une partie d'ailleurs ont été envoyés en Lituanie, expulsés en Lituanie. Et donc on voit là se poursuivre je dirais cette connexion, cette voie américano-biélorusse qui a été réactivée dès lors que Trump est arrivé aux affaires l'an dernier. C'est vrai qu'on parle beaucoup évidemment de ce qui se passe entre les Russes et les Américains, ou de ce qui se passe pas entre les Russes et les Américains, mais côté biélorusse, il y a eu des rencontres occasionnelles et régulièrement des levées de sanctions ou des signaux envoyés par les Américains qui sont assez intéressants. Alors là, évidemment, Bélarus-Cali, ça s'entend, c'est vu ce qui se passe dans le Golfe et la guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz, eh bien, il y a une pression qui commence aussi à augmenter sur les engrais, puisque pratiquement 38% des engrais qui sont vendus sur le marché mondial transitent ou passent par le détroit d'Ormuz, puisque c'est un endroit où on va enrichir beaucoup, on va exporter beaucoup donc de fertilisants, et donc il y a une pression qui augmente sur ce marché-là, sachant que Belarus-Cali était sous sanction et que certains opérateurs d'engrais russes peuvent également se trouver sous sanction. Et au moment où l'Union européenne, je le rappelle, a fait entrer en vigueur une directive le 18 mars dernier qui maintient les taxes à l'importation sur les engrais russes et biélorusses, mais lève ces mêmes taxes sur les autres engrais importés dans l'Union européenne, puisque l'idée à l'origine était
progressivement se défaire de ces engrais-là. C'est une directive qui est entrée en vigueur le 18 mars, mais qui rentre dans la logique des précédents paquets de sanctions. Donc là aussi, il risque d'y avoir un problème probablement pour s'approvisionner à des prix, on va dire, décents. Les Américains, la communauté du renseignement américaine a publié son document concernant l'évaluation des menaces dans le monde pour cette année. Alors, c'est toujours intéressant de comparer le document 2026 avec le document 2025. Et elle fait part de son inquiétude accrue concernant les risques de collision avec la Russie. Alors, le document de l'an dernier, celui de 2025, évoquait déjà les risques d'escalade, mais parlait plutôt d'escalade qui serait involontaire. Hein, c'est-à-dire finalement une succession d'événements qui peuvent conduire à une escalade, mais qui ne serait pas forcément quelque chose d'intentionnel. Dans le 2026, ce risque d'escalade involontaire est maintenu, mais il est rajouté également le risque d'escalade intentionnelle et finalement de riposte, d'attaque et de contre-attaque, pouvant même aller jusqu'à l'échange de feux nucléaires. Bon, ça va loin dans l'évaluation du risque. Et d'autre part, on constate aussi, alors sur la structure même du document, que le chapitre qui est concerné à la Russie ou à la Chine ou autre n'existe plus. Désormais, il résonne en termes de régions du monde plus qu'en termes de pays, donc de régions qui pourraient représenter une menace pour les États-Unis ou pas. Et puis, deux nouvelles plus brèves. Donc, en fin de semaine, la France a arraisonné un nouveau bâtiment soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe. Il s'agit du pétrolier qui s'appelle Dana, qui a été donc arraisonné en fin de semaine. Il battait pavillon du Mozambique. Les autorités françaises ont mis en avant le fait que ce bâtiment ne respectait pas le droit maritime et qu'il participait au contournement des sanctions. Visiblement, c'était un bâtiment qui était à destination de l'Égypte et qui partait donc de Mourmansk et puis commençait en mer Noire. L'exercice bouclier maritime 2026, organisé au large de la Roumanie, il y a plus d'une dizaine de pays qui y participent. Alors des pays de l'OTAN de la mer Noire, hein, donc Roumanie, Bulgarie, Turquie, mais également des pays de l'OTAN non riverains de la mer Noire, comme la France, mais également le Canada ou l'Allemagne, avec des bâtiments de guerre, mais vous le comprenez bien, des bâtiments de guerre qui sont issus des marines riveraines de la mer Noire, donc la marine turque, la marine roumaine, même si elle est bien plus modeste, et la marine bulgare, puisque les détroits turcs sont toujours hermétiquement fermés à la navigation militaire depuis le 28 février 2022. Et donc là, l'idée, ça va évidemment pour les pays de l'OTAN de pouvoir mener cet exercice donc dans les eaux roumaines principalement pendant toute la semaine, je crois. Voilà, Président, pour ce que je pouvais dire en ce début de semaine. Merci beaucoup, c'est assez intéressant, mais effectivement, on sent qu'il y a un peu moins d'actualité qu'il y en avait. On a plusieurs questions, alors notamment sur la question des pétroliers saisis. Là, concrètement, on en fait quoi de ces pétroliers? Qu'est-ce qu'il en advient? On les stocke quelque part? Qu'est-ce qu'il advient de la cargaison? Il y a un procès. Enfin, quel est le modus operandi justement de ces saisies? Alors, quand on regarde ce qui s'est passé avec les précédents pétroliers ou tankers ou méthaniers arraisonnés, on va dire, par les pays de l'Union européenne, parce que la France n'est pas la seule, hein, il y a l'Allemagne qui a arraisonné des bâtiments, la Finlande aussi, bon, d'autres pays donc, ont pu le faire. Il y a d'abord ce qu'on appelle une immobilisation administrative, c'est-à-dire que le bâtiment reste à quai pendant en général plusieurs jours, ça peut être plusieurs semaines. Et quand on regarde le sort réservé à ces bâtiments, dans la majorité, ils ont été, me semble-t-il, quand même autorisés à reprendre la route, après toute une série de vérifications concernant l'enregistrement, les papiers, l'équipage. Il peut y avoir des procès contre les membres d'équipage. Alors d'ailleurs, dans le cadre du DENA, il y a l'ambassade de Russie à Paris a fait savoir qu'il n'y avait aucun membre d'équipage russe. C'est un équipage non russe qui a armé le navire, qui s'occupait du navire. Il peut y avoir un procès, par exemple, dans le cadre du Boracay, qui a été arraisonné donc en début d'année. Il y avait des membres d'équipage, un capitaine, je crois, qui était chinois de mémoire, et qui devait passer au tribunal, là, au mois de février. Mais le bâtiment lui-même avait été relâché au bout de 4 ou 5 jours à quai. Je ne sais plus si c'était à Saint-Nazaire ou ailleurs. Donc voilà, au bout d'un moment, ils sont quand même relâchés dans la plupart des cas.
Oui, parce que j'imagine c'est un peu encombrant, un pétrolier, ça occupe un quai, donc j'imagine qu'on souhaite aussi s'en débarrasser au bout d'un moment. Ça doit avoir un coût, tout ça, donc Oui, oui. je ne sais pas qui le supporte, donc voilà, Mm. c'était un peu des questions. Autre question concernant les sanctions qui seraient levées ou pas sur la Biélorussie. Est-ce que ça peut entraîner les Européens à lever des sanctions? Et donc ça, on sent bien qu'il y a nos éditeurs vivant en Russie qui seraient intéressés par des levées de sanctions, notamment la reprise de liaisons aériennes entre Minsk et l'Europe, qui ferait une voie de sortie tout à fait pratique Mm. peut-être pas trop cher. Donc, est-ce qu'on a quelques informations là-dessus? Est-ce que c'est du domaine du possible, du probable ou de l'improbable? Alors là aussi, quand on regarde ce qui a été fait par l'administration Trump depuis un an, et il y a eu des aménagements, des allègements de sanctions depuis à l'égard de la Biélorussie et donc de personnes, personnalités physiques ou morales biélorusses, on n'a pas constaté d'effet d'entraînement côté européen. J'ai pas vu d'allègement équivalent au miroir des sanctions. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est de se demander quelle est finalement la finalité de ce dialogue entre Biélorusses et Américains, quel est l'intérêt pour Trump. On parle quand même aujourd'hui potentiellement, je crois que c'est le Financial Times qui évoque la possibilité d'une visite de Loukachenko à la Maison-Blanche. Donc on pourrait se demander quel est l'intérêt pour Trump de faire ça. Alors, il y a un certain nombre de théories qui ont fait surface depuis, mais une des théories qui a retenu mon attention, c'est celle qui consiste à expliquer finalement ce dialogue russo-américain et la levée de ces sanctions, parfois symboliques, parfois un peu plus, parce que Belarus-Cali, quand même, pour la Biélorussie, c'est pas rien, évidemment, et c'est que c'est un moyen aussi pour les Américains de tester un peu un modèle de dialogue et de levée progressive des sanctions qui pourrait être ensuite appliqué à la Russie. Autrement dit, ce serait un moyen aussi de stimuler le dialogue avec les Russes en disant, bah, regardez, on est capable de le faire avec votre grand ami et grand copain Loukachenko. Donc, si jamais, vous voyez, on avance dans la bonne direction, bah, vous avez la preuve concrète qu'on peut lever des sanctions, et ça pourrait vous arriver également. C'est un des éléments d'explication qui est mis en avant et qui me paraît intéressant. Alors, oui, Mais ce que tu pointais, c'est-à-dire la divergence entre les politiques américaines et européennes en matière de sanctions, ça risque d'être aussi testé dans le cas de la Russie. Enfin, je veux dire, c'est un vrai cas d'école. Euh, Comment, voilà, la fin de convergence, la fin de politiques, en tout cas largement coordonnées. Il y a eu le précédent la semaine dernière avec l'exemption accordée par les Américains à certains volumes de pétrole russe. Ce sera, à mon avis, une des grandes questions des prochains mois, supposé évidemment qu'il y ait des avancées sur le terrain ukrainien. alors on avait également des questions qui touchent plutôt bah, le conflit en Iran et notamment les impacts sur les pays voisins. On avait parlé il y a quelques briefings de ça, de bombardements sur l'Azerbaïdjan. Où en est-on? Est-ce que ça a continué? Est-ce que les tensions sont apaisées? Ou est-ce que ça reste un front ouvert et dangereux pour l'un ou l'autre de ces pays? Non, là, il n'y a pas eu de. Alors, j'ai pas vu passer depuis donc maintenant une dizaine de jours ou 2 semaines, je sais plus, ça passe vite, mais de nouvelles concernant des frappes contre le Nakhitchevan ou l'Azerbaïdjan. Je crois que désormais, ça reste plus une zone évidemment qui est à surveiller qu'une zone sur laquelle il y a une extension avérée du conflit. Ceci étant dit, l'aviation israélienne a bombardé une base navale, je crois, la base navale iranienne en mer Caspienne, puisque l'Iran a aussi deux faces maritimes, donc vers le sud et vers le nord en mer Caspienne, qui est une mer enclavée ou à peu près enclavée, on va dire, puisqu'il y a le passage par les systèmes de canaux et de fleuves russes pour rejoindre la mer Noire ensuite, qui est possible, mais bon, une mer qui est géographiquement enclavée, en gros, et donc il y avait là aussi une force navale modeste, hein, mais une force navale quand même qui était présente et qui a été pulvérisée par les bombardements israéliens en mer Caspienne, et j'ai cru enfin, voir passer des informations selon lesquelles les Russes s'étaient montrés assez inquiets de cette extension régionale, parce que c'est l'Iran, évidemment, c'est le territoire iranien, mais les frappes ne concernent pas là, le détroit d'Ormuz, la région côtière de l'Iran, ou même l'intérieur de l'Iran, mais sa façade maritime nord, la façade de la Caspienne, et donc là, si vous voulez, les enjeux de sécurité régionale se déplacent plus vers la Caspienne qu'autre chose, donc ce qui est évidemment de nature à inquiéter les Russes.
Et toujours concernant les pays voisins, on nous demande quels sont les impacts positifs ou négatifs d'ailleurs sur les grands producteurs. Alors on parle du Turkménistan pour le gaz et du Kazakhstan pour le pétrole. Est-ce que ça a un impact ce conflit sur eux? Est-ce qu'ils en vendent plus? Est-ce que de toute façon ils sont au maximum, ne serait-ce que parce que les tuyaux sont insuffisants? Est-ce qu'ils en tirent parti ou pas? Quelle est leur position et quelle est leur situation dans ce conflit? Alors, il me semble que le Turkménistan est quand même au maximum et que de toute façon, ils vendaient principalement évidemment à la Chine directement, puisqu'il y a un tuyau qui existe. Quant au Kazakhstan, il y a évidemment le CPC, et c'est par là que passe son pétrole pour aboutir en mer Noire. Donc, mais avec parfois des incidents depuis plusieurs années avec des drones ukrainiens ou des frappes ukrainiennes, alors soit sur l'oléoduc lui-même, soit, comme je l'indiquais jeudi dernier, sur des bâtiments qui attendent au large de Novorossiysk pour recevoir leur chargement de pétrole. Et donc, ce qui a d'ailleurs provoqué des réactions assez vives de la part des Kazakhstanais depuis maintenant quelques temps. Donc je crois qu'en fait, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre pour ces pays-là. Alors peut-être pour le pétrole, le Kazakhstan, encore, il faudrait regarder. Mais ils sont contraints par des infrastructures qui sont sous forme d'oléoducs ou de gazoducs de toute manière, et qui sont donc plafonnées en termes de capacité. C'est là finalement qu'il y a un goulet d'étranglement. Il y a pas de GNL il n'y a pas de flexibilité. Oui, donc ils ne tirent pas spécialement parti, à part la hausse des prix générale. Les prix, Euh, voilà, c'est ça. Puisque les prix sont mondialisés, donc même s'ils vendent pareil, ils vendent plus cher pour les mêmes volumes ou à peu près les mêmes volumes, puisque les prix sont mondialisés. Donc c'est là qu'ils vont rentrer plus d'argent, que ce soit au millier de mètre cube de gaz ou au baril qu'ils vendent. Mais sinon, ils sont quand même, en termes de volume, ils sont contraints. Ils n'ont pas de marge de manœuvre qui leur permet forcément d'augmenter dans les proportions où ils le souhaiteraient, s'ils le souhaitaient, leur production. Après, il faudra aussi regarder au niveau de l'accord OPEC+, ce que ça veut dire, parce qu'il y avait des plafonnements en termes de production. Je rappelle qu'il y a un ajustement trimestriel, puisque tous les trimestres, vous avez une réunion technique, on va dire, pour s'entendre sur la reconduction et réaménagement des quotas de production de pétrole. Ça, c'est pour le pétrole. Et puis une réunion annuelle au niveau des ministres de l'énergie qui est un peu plus, en plus politique. On regardera là que va décider l'Arabie Saoudite, que va décider la Russie, est-ce qu'on va produire plus, est-ce qu'on va baisser, quelle va être la logique, soutenir les prix, baisser les prix, mettre plus de pétrole, bon, on va voir, mais ça va dépendre aussi de ce qui se passe évidemment dans le Golfe. Très bien. Voilà, j'en ai plus beaucoup de questions. Je crois que tu voulais rajouter un ou deux points de petites nouvelles internationales. Oui, deux brèves. D'abord, la Hongrie continue à faire parler d'elle dans un contexte préélectoral de plus en plus tendu. Je rappelle qu'il y a des élections législatives le 12 avril, que Orban est mal placé et que l'Ukraine, et par extension la Russie et tout ce qui se passe autour de ces deux pays occupe une place majeure dans la campagne électorale. On avait évoqué il y a quelque temps la rocambolesque interception d'un convoi transportant du cash et de l'or ukrainien par les forces de l'ordre hongroises. Là, Politico fait fuiter des informations ou orchestre des rumeurs, selon d'autres, à propos d'éventuelles fuites de la part des autorités hongroises vers la Russie. En d'autres termes, Politico accuse notamment le ministre des Affaires étrangères hongrois d'appeler les Russes et de les tenir informés de ce qui se passe lors des conseils européens. Et toujours selon cette même publication, les autorités européennes euh, veilleraient à ne pas partager d'informations sensibles avec les autorités hongroises. Ça a été démenti par les Hongrois et par les Russes. Affaire à suivre, mais ça donne une idée de l'ambiance générale et de l'instrumentalisation de la question russe ou de la question ukrainienne de part et d'autre. Et puis il y a une visite du Premier ministre Michoustine au Vietnam, une visite qui devrait donner lieu à la signature d'importants accords dans le domaine économique et dans le domaine énergétique notamment. On parle d'un possible contrat, en tout cas d'un accord intergouvernemental dans un premier temps sur la construction
d'une centrale nucléaire. Je rappelle, c'est un projet qui était déjà sur la table, qui avait été annulé en 2016, si ma mémoire est bonne, par les autorités vietnamiennes, qui revient sur la table. Le cas échéant, ce serait un très joli coup pour Rosatom. Et il se dit qu'il y aurait également des accords gaziers, notamment de livraison de GNL de Novatek. Et donc le GNL dont l'Europe ne veut plus pourrait se retrouver au Vietnam. Merci. Alors, je demande des questions sur Orban, la Hongrie. Est-ce que ces élections risquent d'être un- un point majeur de la situation, enfin un tournant? Est-ce que l'opposition ou les oppositions hongroises sont des positions très divergentes de celles d'Orban? Est-ce qu'ils sont pro-européens, pro-ukrainiens, je ne sais quoi? Est-ce que la chute d'Orban serait un coup dur pour la Russie? Bah, le cas échéant, ce sera sûrement fêté avec beaucoup de joie à Bruxelles, puisque Orban est un empêcheur de financer l'Ukraine en rond. Enfin, c'est quelqu'un qui a voilà, qui a un corps idéologique un corpus idéologique très défini et qui, à plusieurs reprises, a tenu tête aux instances européennes. Donc, on peut penser que s'il est battu, il y aura enfin une grande fête à Bruxelles. Il n'a pas tant que ça ces derniers temps. Pour ce qui est du dossier ukrainien, oui, ça devrait débloquer à court terme certains vétos, quoique Igor l'a dit la semaine dernière, hein, le Premier ministre hongrois se faisait fort de prendre le relais, notamment en ce qui concerne le lien fait entre le rétablissement des fournitures de pétrole via l'oléoduc Druzhba et l'octroi du prêt de 90 milliards. Donc oui, ce sera un moment important. Pour ce qui est de la Russie, je ne suis pas certain. La Russie perdra un ami, en tout cas un partenaire réceptif à ses idées, un partenaire qui pense intérêts nationaux avant unité européenne à tout prix. Donc ça bouleverserait probablement les équilibres. Est-ce que M. Madiar est pro-ukrainien? Je ne crois pas. Il a été obligé à plusieurs reprises de s'aligner ou de clarifier ses positions. Il a très clairement condamné les menaces de Zelensky à l'encontre de Viktor Orban il y a quelques semaines. On sent de façon générale que les opinions publiques, que ce soit en Hongrie, en Pologne, sont beaucoup moins pro-ukrainiennes qu'en 2022-2023. Donc même l'opposition est obligée d'en tenir compte. Ceci dit, évidemment, il y a un facteur Orban, il y a une personnalité qui incarne finalement tout ça. Son éventuel départ, par la force des choses, changerait la donne. Il y avait d'ailleurs à une époque, enfin, c'est pour inventer, des grosses tensions avec les agriculteurs, à la fois polonais et hongrois. Est-ce que ça s'est un peu calmé? Est-ce que ça a trouvé des solutions, ce conflit, enfin ces tensions avec les agriculteurs ukrainiens, notamment sur le blé et toutes ces choses-là? Alors on voit que bon, la Commission octroie des subventions pour voilà, éteindre les incendies qui apparaissent de façon régulière dans les pays frontaliers et qui pourraient d'ailleurs un jour ou l'autre apparaître ailleurs, et notamment en France. Mais tout ça, c'est évidemment du court terme. La vraie question qu'on ne pose pas vraiment, en tout cas pas explicitement, c'est quelles seraient les conséquences pour les agriculteurs européens, et notamment français, d'une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Donc on est dans le bricolage, les mesures de court terme, les exemptions qui sont soit prolongées, soit au contraire levées dans le domaine du sucre, dans le domaine des céréales, etc. Le problème de fond, il est ailleurs. Le problème de fond, c'est est-ce que enfin, comment ça se passe le jour où, si ce jour doit advenir, l'Ukraine entre dans l'Union européenne, quelles sont ses conséquences, quelles sont les règles du jeu, et alors même que l'Ukraine, évidemment, ne joue pas selon les mêmes règles environnementales, sociales, etc., etc. Donc c'est un dossier explosif qui est géré au fil de l'eau par la Commission européenne qui octroie de temps en temps quelques dizaines, voire quelques centaines de millions d'euros quand les choses deviennent un peu trop explosives et afin voilà, de limiter les tensions en Pologne notamment.
Merci. Et puis on va finir par une dernière question euh, qui est pas liée à ça, mais est-ce qu'il y a eu quelques échos en Russie, des commentaires sur les élections municipales françaises? Alors j'imagine probablement sur plutôt des commentaires sur la situation générale et les forces politiques en présence et par rapport à leur positionnement avec la Russie. Est-ce que les Russes ont un peu commenté tout ça? La triste vérité oblige à dire que la France intéresse de moins en moins les Russes. Alors, il s'agit en plus d'un scrutin municipal, donc qui est important pour les Français, mais qui en Russie n'a guère d'importance. Et donc, au-delà d'un cercle de spécialistes assez étroit, peu de gens prennent la mesure de, voilà, de la portée de ce scrutin qui compte en France, surtout à un an de la présidentielle. Donc oui, il y a quelques articles de presse, plus ou moins informés, mais de façon générale, ce n'est pas un vrai sujet qui fait les gros titres de l'actualité ici. Merci à tous les deux pour ces lumières sur l'actualité en Russie et autour de la Russie, et voire dans le monde. Nous nous retrouvons jeudi à 17 heures pour un point un peu plus large à la fois sur l'international, mais aussi, comme toujours, le jeudi sur l'actualité économique et politique en Russie. D'ici là, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Tenez bon.